Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau numéro de nos webinaires scientifiques, les webinacres de mars 2026. Donc c'est notre 17e webinacre. Et on a une présentation qui est très très intéressante et très d'actualité aujourd'hui. Mais avant de vous présenter notre experte du jour, juste un petit rappel sur les modalités de ce webinaire. Donc, il s'inscrit dans les activités du réseau NACRE, le réseau Nutrition Activité Physique Cancer Recherche, si jamais vous ne le connaissez pas. C'est un réseau de recherche sur les liens entre alimentation, activité physique et cancer, avant, pendant et après la maladie cancéreuse, qui est soutenu par l'INCA et INRAE, et donc dont le but est de fédérer la recherche en France et en Europe, d'informer les publics et de former les professionnels de santé, mais aussi d'informer les politiques publiques à travers des expertises collectives et des synthèses de connaissances. Des équipes françaises partout sur le territoire français, en Europe également maintenant, donc avec 4 équipes européennes en dehors de la France, des formations régulières, un site web certifié où vous pouvez trouver des informations intéressantes, mais aussi commander des documents pour vos patients si jamais vous êtes professionnel de santé, avec donc des nouveaux documents qu'on est également en train de réaliser, que vous allez avoir bientôt, donc sur le rôle de la nutrition pendant et après le cancer, que vous pouvez remettre à vos patients. Donc n'hésitez pas à vous abonner à nos actualités pour être tenu au courant de ces nouveautés. Donc le webinacre, pardon, c'est notre webinaire trimestriel où on traite d'un sujet d'actualité avec un expert ou une experte français ou international. Et l'idée, c'est donc de faire un peu une mise au point sur un sujet d'actualité. Ces webinaires sont disponibles en replay, donc avec 16 webinaires qui sont déjà disponibles. Donc, je vous ai mis les 4 derniers webinaires qui sont les webinaires de 2025. Vous pouvez voir, les sujets sont assez variés, entre un sujet très santé publique sur le Nutri-Score, un sujet plutôt sur les barrières face à la pratique d'activité physique chez les patients, un sujet plus toxico sur les polluants et le cancer du sein, et puis un sujet plutôt clinique à la fin de l'année sur la dénutrition pendant le cancer qu'on a organisé donc avec le collectif de lutte contre la dénutrition. Et donc aujourd'hui, pour ce premier webinacre de l'année 2026, qui tombe justement en mars, je ne vais pas dire hasard des circonstances, mais c'était voulu, on va dire, à l'occasion donc du mois de la sensibilisation au dépistage et à la prévention du cancer colorectal, on a un grand plaisir d'accueillir la professeure Mathilde Bonnet, qui est professeure à l'Université Clermont-Auvergne, et qui est membre du réseau NACRE et qui y est experte du microbiote intestinal et qui travaille donc surtout la bactérie Escherichia coli et la colibactine et elle va donc vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à interagir donc avec Mathilde. Vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q&R. Si jamais il apparaît pas, il faut juste cliquer sur les 3 points et sélectionner Q&R. On essaiera de répondre à toutes vos questions. Si vous avez d'autres questions, enfin, ou d'autres commentaires qui ne sont pas en lien avec la présentation, on vous invite à les mettre dans le chat. On essaiera de regarder de temps en temps, mais juste pour vous dire que le chat ne sera pas régulièrement modéré. Donc, si vous voulez absolument que votre question soit répondue, il faut qu'elle soit dans l'onglet questions et réponses. Et avant donc de passer la parole à Mathilde, juste pour vous dire qu'au moment où vous quittez ce webinaire, vous allez recevoir un petit lien qui vous invite à remplir une petite enquête de satisfaction pour nous suggérer potentiellement de nouvelles thématiques aussi et pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de la présentation et de la thématique d'aujourd'hui. Donc Mathilde, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette présentation en ce mois qui est justement spécial pour cette thématique du cancer colorectal. On est ravis que tu sois avec nous et puis je te passe la parole. Merci. Donc, je reprends le partage. Euh, Est-ce que c'est bon? Vous C'est voyez parfait. mon... Voilà.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Donc, cette occasion de Mars Bleu, je vais vous présenter les travaux que l'on fait au laboratoire sur cancer colorectal et le microbiote intestinal. Alors, notre unité qui s'appelle microbes, intestin, inflammation et susceptibilité de l'eau travaille sur le microbiote, mais on ne travaille pas sur le microbiote global, on travaille plutôt sur un type de bactéries que sont les Escherichia coli, producteurs de colibactine. Et donc, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Et je voulais vous parler du rôle des facteurs environnementaux et notamment de la sérine sur les effets procarcinogènes de ces bactéries. Alors, hop. Donc, je ne vais pas vous parler longtemps du cancer du côlon parce que ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien. Donc, juste, le troisième cancer en termes d'incidence dans le monde, le deuxième cause de mortalité par cancer et la carcinogénèse colique est très bien décrite d'un point de vue moléculaire depuis de nombreuses années. Et pourtant, la survie à 5 ans de ce cancer reste assez modeste, de 60%. Alors, il y a une très bonne survie pour les stades de bon pronostic, mais pour les stades avancés, il y a moins de 10% de survie à 5 ans. Et donc, il est essentiel de mieux comprendre ce cancer et de comprendre comment vont jouer un rôle d'autres acteurs. Et notamment, il y a un acteur qui peut être important, c'est le microbiote intestinal. Alors, au laboratoire, on a des cliniciens et eux, en fait, ce qu'ils voudraient comprendre, c'est ce qui se passe pour les stades intermédiaires, là. Donc, ça, c'est les stades TNM. Donc, c'est un stade histopronostique qu'on connaît bien, qui donne qui donne assez d'indications aux médecins pour le pronostic. Mais vous voyez, par exemple, à ce stade 2, il y a quand même un patient sur 5 qui a un mauvais pronostic, en tout cas qui n'est plus là 5 ans après. Et donc, du coup, eh bien, ce microbiote intestinal pourrait peut-être nous servir pour mieux stratifier les patients et mieux comprendre ce qui se passe chez des patients dits de bon pronostic et finalement répondent pas très bien au traitement. Alors, ce microbiote intestinal, c'est l'ensemble des micro-organismes qui colonisent notre tube digestif et c'est un véritable organe microbien qui joue un rôle très important sur l'homéostasie intestinale. Donc, je n'ai pas le temps de vous parler de ça aujourd'hui et je vais essentiellement vous parler d'une composante de ce microbiote intestinal que sont les bactéries. Alors, pourquoi s'intéresser au microbiote dans le contexte de la carcinogénèse colorectale? Bien, il faut savoir qu'il y a à peu près 15% des cancers, donc quand on prend tous les cancers, qui sont associés à des micro-organismes. Alors souvent, ce sont des virus, et puis souvent, c'est un agent pathogène qui joue un rôle. Alors quand même, il y a une bactérie et un cancer digestif qu'on connaît bien, c'est la bactérie Helicobacter pylori qui joue un rôle indéniable dans le développement du cancer de l'estomac. Alors, quand on revient au côlon et au tube digestif, donc vous voyez ici, je vous ai mis les segments du tube digestif et on voit la colonisation de ces différents segments par les bactéries. Et en fait, on se rend compte que la quantité de bactéries qu'on a tout le long du tube digestif est corrélée au risque de développer un cancer. C'est-à-dire que le côlon qui est le plus colonisé par les bactéries, eh bien, est le segment du tube digestif où le risque de développer un cancer va être le plus important. Donc ça, c'est une corrélation. Et puis après, eh bien, l'utilisation de modèles dépourvus de microbiote. Donc ici, vous avez le modèle APCimine+, qui est un modèle de référence dans les études de la carcinogénèse colorectale. Eh bien, ici, vous avez l'intestin grêle, ici le côlon, des animaux qui sont dépourvus de microbiote, on dit qu'ils sont germ-free. Et puis, eh bien, quand ces animaux ont un microbiote, eh bien, on se rend compte qu'ils développent beaucoup plus de tumeurs. Et puis ici, vous avez une autre expérience. Donc là, c'est un autre modèle. Eh bien, vous avez des souris à lesquelles on a injecté un produit chimique qui induit de la carcinogénèse. Sans microbiote, elles font très peu de polypes. Si on gave les souris avec des fesses de patients sains, elles font très peu de polypes aussi. Et puis, par contre, quand on gave ces souris avec des fesses de patients atteints de cancer, eh bien, vous voyez, il y a une augmentation drastique du nombre de polypes. Donc, ces résultats suggèrent un rôle procarcinogène du microbiote intestinal. Donc, quand les cliniciens et les chercheurs ont vu ça, eh bien, ils sont allés étudier ce microbiote chez des patients atteints de cancer du côlon, donc souvent dans les fesses et quelquefois dans les tissus. Et donc, ce qui a été observé, c'est une mise en évidence d'une dysbiose chez ces patients
c'est-à-dire une modification de la composition du microbiote intestinal. Donc ici, je vous ai mis un exemple, mais il y a de nombreuses études. Et malgré ces nombreuses études, pour l'instant, on n'a pas de signature, on n'a pas de consensus sur la signature microbienne, la signature dysbiotique associée au cancer colorectal. Donc, ça veut dire que si je prends aujourd'hui le prélèvement d'un patient, que je fais son microbiote, et bien, je ne peux pas savoir encore. Il y a des signes, mais je peux pas dire, je peux pas diagnostiquer que le patient va avoir un cancer du côlon avec une signature microbienne pour l'instant. Ça ne veut pas dire que ce microbiote ne joue pas un rôle. Et en fait, il y a quand même, malgré cette absence de signature, il y a quand même des espèces qui sont suspectées, qui ont été identifiées comme étant augmentées dans le cancer du côlon. Il y en a même qui ont été aussi identifiées comme étant baissées. Donc, celles-là, on va les appeler plutôt bénéfiques pour les patients atteints de cancer du côlon. Mais par rapport à ces espèces qui sont augmentées. Donc, il y a différentes espèces qui sont augmentées dans le cancer du côlon. Et moi, je vais vous parler d'Escherichia coli et d'un type de colis particulier qu'on appelle les copèques. Alors, Escherichia coli, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries qui sont aéro-anaérobies facultatifs. Ce sont des bacilles à gram négatif. Donc, ça, c'est pour les microbiologistes. Et ils sont de la famille des entérobactéries. En fait, ces colis, ce sont des bactéries commensales du tube digestif et elles représentent moins de 1% du microbiote intestinal. Et il y a ce premier papier en 98 qui montre bien, que dans des tumeurs et des tissus de patients atteints de cancer colorectal, par des marquages, ils ont détecté des souches d'Escherichia coli dans les tissus. Alors, ces Escherichia coli, elles ont la particularité de présenter une plasticité du génome, c'est-à-dire qu'elles sont capables d'acquérir des facteurs de virulence ou des facteurs adaptatifs en fonction des facteurs environnementaux auxquels elles sont exposées. Et donc, ces facteurs de virulence, ça peut être des adhésines, des invasines, endotoxines, exotoxines et des cyclomodulines. Et moi, je vais surtout vous parler de ces cyclomodulines aujourd'hui. Donc, les cyclomodulines, ce sont des toxines bactériennes. Elles sont au nombre de 4. Et ces toxines bactériennes, elles ont la capacité d'interagir avec le cycle cellulaire de la cellule hôte. Et donc, vous savez que dans la carcinogénèse, le cycle cellulaire de la cellule hôte est altéré. Donc, quand on voit ces toxines bactériennes qui peuvent interagir avec le cycle cellulaire de la cellule hôte, on se dit que peut-être ces toxines bactériennes pourraient jouer un rôle dans des processus de carcinogénèse. Alors, je vais notamment vous parler de la colibactine. La colibactine, elle est codée par un îlot génomique qu'on appelle PKS, je vous en reparlerai. Et c'est une génotoxine, c'est-à-dire qu'elle va faire des cassures de l'ADN, des dommages de l'ADN. Ça aussi, je vous en reparlerai après. Donc, quand on a vu ça, on a voulu caractériser les souches d'Escherichia coli associées au cancer du côlon. Donc, on a commencé une cohorte au laboratoire en 2006. Et en 2012, il y a une première publication qui a été faite par des Américains où, en fait, ils ont détecté ces bactéries coli PKS+, donc colibactine positif. Ils les ont détectées chez 20% des patients contrôles et chez les patients atteints de cancer, plus de 66%. Et donc, nous, dans notre cohorte qu'on a mis en place à Clermont-Ferrand, donc c'était l'objectif de la thèse d'Emmanuel Buc, et on l'a fait avec Pierre Sauvanet, qui est ingénieur au laboratoire. On a fait une cohorte prospective et on a une collection de prélèvements et on a étudié ces souches. Et donc, on a observé à peu près les mêmes résultats. Donc, chez les patients contrôles, on avait environ 20% de patients porteurs de ces souches PKS positives. Et puis, cette prévalence augmentait à 50% chez les patients atteints de cancer. Alors, dans notre étude, on a aussi recherché les autres cyclomodulines, CNF, CDT et CIF. Et vous voyez, elles sont bien moins représentées ici, CIF et CDT, et CNF aussi un peu moins. Donc, la colibactine est la cyclomoduline la plus prévalente dans les toxines bactériennes interférant avec le cycle cellulaire, sont les plus prévalentes chez les patients atteints de cancer du côlon. Alors, on a recherché d'autres facteurs d'adaptation. Il y a plein de types de colis qui existent. Et en fait, je n'ai pas le temps de vous présenter, mais ces bactéries productrices de colibactine nous a permis de définir un nouveau pathobionte.
Et donc, comme les colis sont classés en AIEC et EC, etc., on s'est dit E. coli PKS+, c'est bizarre comme nom. Donc, on a rejoint la classification des autres colis et on les a appelés les COPEC pour Colibactin producing E. coli. Et on est à Clermont-Ferrand et COPEC, ça nous a évidemment parlé puisque on est un peu réputé pour être radin. Voilà, donc c'était notre petit clin d'œil clermontois aussi à ce nom. Et donc, depuis ces 2 premières études, eh bien, d'autres études ont confirmé la prévalence de ce pathobionte dans le cancer du côlon. Et donc, on a, selon les études et la méthodologie, des prévalences différentes de 35 à 68%. Et chez les patients contrôle, on est toujours à peu près à 20%. Ce qu'on a montré aussi, c'est que ces Escherichia coli PKS+, elles sont capables d'infecter les cellules épithéliales intestinales. Alors, on a mis en évidence ces souches chez les patients atteints de cancer, mais quand on diagnostique et qu'on prélève des prélèvements au stade du cancer, finalement, on est à un stade tardif du développement tumoral. Donc, on n'était pas quand même sûr que ces bactéries, elles pouvaient jouer un rôle procarcinogène, donc sur la carcinogénèse colorectale. Donc, on a commencé à travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qui nous faisait dire quand même que ces bactéries, elles pouvaient être procarcinogènes? Eh bien, la première chose, c'est les propriétés de la colibactine, je vous en ai parlé. Donc, la colibactine, qu'est-ce que c'est? Ce sont des composés chimiques hybrides, ce sont des polykétides. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce sont des assemblages d'acides aminés, mais qui ne sont pas reliés par des liaisons amides. Et en fait, c'est des peptides non ribosomiques. Et donc, ils ne sont pas synthétisés par les ribosomes, mais ils sont synthétisés par un ensemble d'enzymes qui sont codés par l'hylogénomique PKS, donc on voit ici. Donc, chaque petite CLB correspond à une enzyme qui va permettre l'assemblage de notre colibactine. Cette précolibactine, elle va sortir de la bactérie, elle va être clivée en colibactine. Et donc, vous voyez ici, j'ai mis un S en rouge parce que, en fait, cette colibactine, donc je vous ai dit, c'est pas un peptide, c'est pas une protéine, donc ça a mis du temps à être caractérisé. Et donc, il y a des chimistes qui ont travaillé, qui ont fait des modèles de prédiction, qui ont isolé, qui ont identifié. Et en fait, peut-être que cette colibactine, ce sont plutôt des ensembles de composés qui seraient génotoxiques. Et donc, ces chimistes ont aussi, par des études de modélisation, montré eh bien, que cette colibactine est capable de faire de l'alkylation de l'ADN et d'induire des dommages de l'ADN. Et je vous ai dit, le dosage de la colibactine est pas possible. Et donc, en fait, pour voir si la colibactine est produite et active, eh bien, on va rechercher son action génotoxique. Et souvent, on fait un marquage gamma-H2AX qu'on voit ici. Donc, des cellules non infectées ne sont pas gamma-H2AX positives, donc c'est un signal vert. Et puis, on voit ici, c'est une bactérie PKS+, de nos collections, la 11G5. Je vais beaucoup vous parler de cette souche. Bien, vous voyez, on voit du vert apparaître, donc on voit de la génotoxicité. Si on enlève la colibactine de notre bactérie, dans les bactéries, on a la chance de pouvoir faire des mutants. Et bien, quand on enlève l'ILO-PKS, eh bien, on voit on a beaucoup moins de génotoxicité. Et puis ici, ce sont deux autres bactéries COPEC de la collection qu'on a testées et on voit aussi l'effet génotoxique. Donc ça, c'est le premier élément. Le fait que cette toxine a été capable de faire des dommages de l'ADN, c'était un premier élément pour nous dire que probablement que ces bactéries, elles étaient procarcinogènes. Alors l'autre élément qui nous permettait d'imaginer que ça pouvait être procarcinogène, c'est qu'en fait, dans nos collections et dans nos travaux, eh bien, ce qu'on a pu voir, c'est que la prévalence de ces COPEC est importante à des stades plus agressifs par rapport à des stades 1. Et je vous ai dit tout à l'heure, eh bien, les cliniciens avec qui on travaille au laboratoire, eh bien, ils sont intéressés pour essayer de trouver de nouveaux marqueurs pour les stades intermédiaires. Et vous voyez, eh bien, dans notre étude, on a vu qu'à ces stades intermédiaires, eh bien, la prévalence de ces COPEC était déjà augmentée. Et ces travaux ont été confirmés plus récemment par une équipe de pasteurs, par Chenor Dramsey, et donc ils ont observé les mêmes résultats que nous. Alors, une fois qu'on avait ça, il fallait quand même monter les frais procarcinogènes. Donc, il y a différents travaux qui ont été faits dans le monde entier sur différents modèles animaux. Et donc là, je vous ai représenté quelques résultats.
où on voit que le nombre de tumeurs est augmenté quand on utilise des COPEC par rapport ici à des non-infectés, ici aussi. Et puis, eh bien, quand on délète l'ILO-PKS, eh bien, on voit le nombre de tumeurs qui baisse. Donc, on a bien un effet procarcinogène de nos bactéries et qui est dépendant de la colibactine. Par contre, vous voyez, ces modèles, à chaque fois, ce ne sont pas des animaux wild type. À chaque fois, on a ajouté quelque chose. Donc, on a utilisé des modèles murins associés à une colite ou des modèles de susceptibilité génétique. Et ici, vous voyez, on a associé les deux avec une déficience en autophagie et une inflammation. Donc, on a cet effet procarcinogène dépendant de la colibactine, mais il y a besoin d'autres facteurs. Et donc, pendant longtemps, eh bien, la communauté scientifique qui travaille dans le monde du microbiote et la carcinogénèse colique disait vos COPEC, c'est peut-être juste un passager, mais peut-être qu'il ne fait rien parce que voilà, on avait l'habitude des pathogènes. Je vous ai dit tout à l'heure, par exemple, il y a des virus, on savait qu'ils avaient un effet direct, etc. Et donc, pendant longtemps, eh bien, dans les publications qui étudiaient le microbiote et carcinogénèse colique, les COPEC n'apparaissaient pas. Et le papier qui a fini de convaincre la communauté internationale, c'est ce papier, là, publié dans Nature, où ils ont utilisé donc, nos souches cliniques isolées à Clermont-Ferrand, la fameuse 11G5. Ils ont infecté des organoïdes et ils ont observé des mutations au niveau des cellules, une transformation de ces cellules et des mutations. Et les signatures mutationnelles associées à la colibactine, ils en ont vu certaines, ils ont identifié surtout celle-ci, et ils sont allés la rechercher, cette signature mutationnelle, dans des tumeurs colorectales, et ils l'ont retrouvée dans 12% des cancers colorectaux. Donc ça, c'est vraiment ce qui a permis de montrer que les bactéries COPEC positives, PKS positifs, pardon, étaient capables d'aller induire des dommages de l'ADN et des processus de carcinogénèse. Et donc là, ils n'ont rien ajouté. Donc c'est vraiment ce qui a permis de convaincre la communauté. Et puis, donc ça, c'est le deuxième papier où ils sont allés rechercher la mutation et ils l'ont mis en évidence dans 12% des patients atteints de cancer et plutôt d'ailleurs chez des formes plutôt diagnostiquées chez les jeunes patients. Alors, je vous ai dit, une fois qu'on a montré les effets procarcinogènes, il fallait étudier les mécanismes. Je vous ai dit que donc, ces effets procarcinogènes étaient dépendants de la colibactine. Mais en fait, ces COPEC, elles ont un génome et elles ne sont pas composées que de la colibactine. Et en fait, elles ont besoin d'autres éléments pour être procarcinogènes. Et en fait, il y a un probiotique qui s'appelle Nisol qui a dans son génome la colibactine et qui est utilisé depuis de nombreuses années comme probiotique. Donc, c'est aussi ce qui nous faisait dire que dans nos souches isolées de patients cancer, eh bien, il y avait autre chose. Et donc, on parle de virulome des COPEC. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les facteurs qui pourraient être associés, mais je vais vous présenter quand même quelques travaux. Donc, la première chose, eh bien, c'est qu'il faut que les bactéries, elles atteignent les cellules épithéliales intestinales au niveau chez les in vivo. Et donc, il y a un mucus. Et donc, eh bien, on sait que certaines bactéries sont capables de coder pour des mucinases. Et c'est l'étude qui a été faite au laboratoire par Julien Delmas. Et donc, ce qu'il a montré, c'est que eh bien, ces COPEC, elles avaient plus particulièrement une mucinase qui s'appelle VAT. Et quand on prend les bactéries PKS+, nos COPEC, eh bien, elles sont toutes VAT positives. Par contre, les souches isolées de patients atteints de cancer qui sont PKS négatives, elles n'ont pas toutes cette mucinase. Donc, il y a une espèce de, dans les génomes des COPEC, il y a une espèce il y a une présence de VAT et de l'ILO-PKS. Et donc, dans cet article, après, évidemment, ils ont utilisé des mutants délétés de VAT et on ne voit plus les effets procarcinogènes. Une fois que la bactérie elle est arrivée au niveau de la muqueuse, il faut qu'elle interagisse avec les cellules épithéliales. Et là, il y a un très beau papier qui a été publié en 2024. Et là aussi, ils ont utilisé notre souche 11G5, vous voyez, et ils ont montré que pour que la bactérie rentre dans les cellules et que la colibactine agisse, eh bien, il fallait qu'elle interagisse avec les cellules épithéliales
et via des adhésines qu'on appelle les adhésines FIMASH et FMLH. Et je vais surtout vous parler de FIMASH. Et en fait, ils ont montré que la souche 11G5 a une séquence de FIMASH particulière que n'a pas le fameux probiotique Nisol, et que du coup, eh bien, c'est pour ça que cette bactérie a l'effet procarcinogène. Donc, ce FIMASH permet aux bactéries de mieux adhérer avec les cellules épithéliales et de mieux rentrer dans la cellule pour avoir l'effet procarcinogène. Donc, une fois que la bactérie est rentrée, donc ça, je ne reviens pas, elle peut agir sur l'ADN, elle peut aussi faire du stress oxydant. Et puis, on a montré au laboratoire que l'autophagie pouvait freiner cet effet de la colibactine et des bactéries Kopec. On a aussi montré, et puis d'autres équipes dans le monde ont montré des effets autres que directs sur les cellules épithéliales infectées. Donc, on a des effets à distance sur les cellules épithéliales voisines et qui conduisent à l'apparition des tumeurs, donc des cellules souches et puis une transition épithélio-mésenchymateuse et qui peut même amener à de la résistance à la chimiothérapie. Et puis, il a été montré aussi et confirmé par d'autres laboratoires eh bien, que ces COPET pouvaient induire des modifications du micro-environnement et créer un micro-environnement pro-tumoral qui pouvait aussi jouer un rôle sur la carcinogénèse colique. Alors, en plus de ces différents mécanismes, eh bien, il se trouve que quand les cellules sont infectées par ces COPEC, elles présentent des effets cytopathogènes. Et on s'est dit que peut-être que, en plus des dommages de l'ADN, eh bien, les bactéries pouvaient reprogrammer le métabolisme des cellules épithéliales infectées et on voulait comprendre un peu comment elles étaient reprogrammées. Et donc, c'est ce qu'on a fait avec le Romain Villéger et Amandine Devaux. Donc, Romain était en postdoc et a maintenant un poste à l'Université de Poitiers. Et donc, Amandine a continué ce projet en thèse, soutenu par la FRM. Et donc, on a étudié cette reprogrammation métabolique. Et aujourd'hui, je vais plus particulièrement vous présenter le rôle de la sérine qu'on a mis en évidence. Alors, comment on a étudié cette reprogrammation métabolique? Eh bien, on a infecté des cellules épithéliales intestinales avec notre fameuse souche 11G5 et puis avec le mutant qui ne possédait pas la colibactine. On a fait de la métabolomique non dirigée en intracellulaire avec la plateforme de métabolomique de Clermont-Ferrand. Et puis, on a aussi étudié les métabolites extracellulaires avec la société Biocrates. On a utilisé 3 modalités de métabo et donc avec les 3 modalités, on a vu une reprogrammation métabolique suite à l'infection des COPEC. Donc ici, on a les profils des cellules non infectées et en rouge, celles qui ont été infectées par la 11G5. Et ce qu'on voit aussi, eh bien, c'est que cette reprogrammation métabolique, elle est aussi dépendante de la colibactine, puisque vous voyez, on voit que eh bien, les cellules infectées par le mutant sont soit proches des cellules des non infectées, soit intermédiaires. Et donc, on a une reprogrammation métabolique, donc on a identifié 21 métabolites, et notamment la sérine, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Et donc, on a vu une baisse de la sérine suite à l'infection par la 11G5 dans les cellules infectées. Alors, pourquoi on s'est intéressé à la sérine? Donc, je vais aller très vite sur les propriétés de la sérine parce que dans Réseau Nacre, vous connaissez bien mieux que moi et c'est notamment ces résultats qui m'ont rapproché du Réseau Nacre et de la nutrition. Et donc, la sérine, c'est un acide aminé non indispensable qui joue un rôle sur l'homéostasie de la muqueuse intestinale. Et en fait, la sérine est aussi impliquée dans la carcinogénèse. Et là, je vous ai remis un résultat sur notre modèle de référence APCémine. Donc, c'est une publication de 2017. Et on voit ici que les souris contrôlent. Voyez ici leur survie. Et quand on enlève la sérine du régime alimentaire, eh bien, les animaux présentent une meilleure survie. Donc, on voit que la sérine peut jouer un rôle dans la carcinogénèse colorectale. Et ce qui nous a aussi beaucoup intéressé, eh bien, c'est que cette sérine, elle peut être produite par le microbiote et notamment par les coli. 15% du glucose que l'on consomme peut être métabolisé par les coli pour produire de la sérine. Donc, il y a cette opéron synthèse
Et puis, il y a aussi un opéron utilisation où la sérine, où la bactérie, pardon, va être capable de consommer la sérine de l'hôte. Et il y a une publication qui a montré que des AIEC, donc ce sont d'autres pathobiontes de la famille des coli, et bien, que l'on rencontre dans les maladies chroniques intestinales, et bien, cette sérine était un avantage sélectif pour ce pathobionte. Donc, on s'est demandé si notre résultat sur la sérine n'était pas la résultante d'une utilisation de la sérine de l'hôte par les bactéries pour leur donner un avantage sélectif. Donc, on est allé rechercher l'expression de ces opérons dans les cellules infectées. Et donc, ce qu'on a vu, eh bien, c'est que l'opéron utilisation était augmenté et par contre, l'opéron synthèse était baissé. Vous savez, maintenant, on dispose de beaucoup de données, de bases de données sur Internet. Et il se trouve qu'il y a cette base de données MetaQuery où il y avait à disposition des fesses de patients autrichiens. Et on est allé rechercher dans cette base de données s'il y avait les fameux opérons utilisation de la sérine et l'opéron synthèse. Et en fait, ce qu'on a pu voir, eh bien, c'est que l'opéron utilisation était surreprésenté dans le microbiote des patients atteints de cancer par rapport au contrôle. Et par contre, l'opéron synthèse était identique. Et donc là, on s'est dit, les COPEX semblent vraiment utiliser la sérine de l'hôte. Alors, pour répondre à cette hypothèse, on a utilisé plusieurs approches. Donc, on a utilisé un régime alimentaire déplété en sérine. Et puis, on a aussi utilisé un mutant où là, on a déplété un gène de l'opéron utilisation. Donc ça, c'est Michael qui nous a aidé à faire ce mutant. Et on a utilisé ces deux approches dans deux modèles murins. Le modèle dont je vous ai déjà parlé, le modèle murin APC-min+, donc qui est le modèle de référence, et puis un modèle murin MC38 qui nous permet d'étudier les effets à distance. En fait, on gave les souris avec les bactéries. Donc, les bactéries sont bien au niveau du microbiote, au niveau de la muqueuse intestinale, pardon. Mais par contre, les cellules tumorales sont injectées à distance sur le flanc de la souris. Donc ça nous permet de voir les effets à distance. Nos cellules épithéliales sont affectées par les bactéries et comment elles peuvent agir sur une tumeur à distance. Et donc ça, tous ces modèles murins, eh bien, c'est Gwenaël qui nous aide à gérer ces modèles et qui manage ces manips. Alors, je ne vais pas vous présenter tous les résultats, mais déjà, donc, avec ces différents modèles et ces approches, on a vu que la sérine participait bien à l'effet procarcinogène de nos bactéries. Donc ici, on voit le volume tumoral de souris non infectées qui ont de la sérine dans leur alimentation. Et ici, on le voit chez des souris infectées. Donc on confirme bien l'effet procarcinogène qu'on a déjà démontré plusieurs fois. Et cet effet procarcinogène est complètement altéré, n'est plus observé quand dans un régime où la sérine est déplétée. On a exactement le même résultat avec notre mutant, où ici, eh bien, on voit que les souris non infectées ont un volume tumoral, et quand on les infecte avec la G5, eh bien, ce volume tumoral est largement augmenté. Et quand le mutant est incapable d'utiliser la sérine, eh bien, on n'a plus cet effet procarcinogène. Je vous ai mis ici, on a exactement le même résultat sur le modèle APC. Donc, une fois qu'on a vu cet effet procarcinogène, cette participation de la sérine à l'effet procarcinogène, on a essayé de regarder quels mécanismes pouvaient être impliqués. Donc, on a recherché les dommages de l'ADN avec le fameux marquage gamma H2AX. Et donc ici, je vous mets le résultat dans la muqueuse intestinale du modèle APC-min+, donc la muqueuse qui n'est pas encore devenue tumorale. Et donc, eh bien, ce qu'on observe, c'est que chez les souris non infectées, on a très peu de gamma H2AX positif. Dès qu'on met la G5, on voit le nombre de noyaux positifs augmenter. Et ce nombre de noyaux est beaucoup plus bas quand les souris ont eu un régime déplété en série. Et donc, c'est ce qu'on observe ici sur cette quantification. Et on a exactement la même chose avec le mutant, et on a aussi la même chose dans le modèle wild-type. Alors, en plus de cet effet génotoxique, je vous ai dit, il avait été montré sur les AIEC que la sérine
pouvait permettre de donner à ce type de bactéries un avantage compétitif. Et donc, on s'est demandé si sur les COPEC, c'était le cas. Et donc, on a exactement les mêmes résultats que sur les AIEC, c'est-à-dire que in vitro, eh bien, les COPEC en présence de sérine poussent beaucoup plus vite. Et puis, in vivo, eh bien, ce qu'on a observé, c'est que dans le modèle murin, eh bien, on avait bien une colonisation bactérienne qui était plus importante en présence de sérine par rapport aux souris qui avaient eu un régime déplété. Alors, cette baisse, elle est transitoire. Après, on l'observe moins, la bactérie persiste, mais c'est vraiment au début, quand la bactérie doit s'implanter, eh bien, qu'on a cette différence. Quand on regarde notre mutant, là, on voit que notre mutant, il reste, hein, il n'est pas complètement éliminé, mais par contre, on voit que la colonisation est bien différente. Alors, au début, on a été assez perturbé par un résultat, c'est que quand on met la G5, par contre, dans les wild type, eh bien, on n'avait pas de différence de colonisation. Et Amandine avait présenté ses résultats au réseau NACRE, et en discutant, eh bien, on a eu des questions et nous est venue l'idée de mettre en compétition ces deux bactéries, parce que finalement, eh bien, ici, quand on implante nos bactéries G5, elles sont en compétition, il faut qu'elles s'implantent, mais elles sont en compétition avec un microbiote qui est peut-être déjà dysbiotique, ce qui n'est pas le cas dans le modèle murin. Et donc, on a fait ces expériences de compétition. Je remercie le réseau NACRE parce que voilà, c'est vraiment la discussion lors du congrès qu'on a eu cette idée. Et donc, eh bien, ce qu'on voit là dans le modèle wild type, eh bien, on voit que la G5, quand elle est en compétition avec le mutant, eh bien, c'est toujours elle qui prend le pas. On l'a dans le modèle wild type et on a dans le modèle APC. Donc, en fait, cette sérine, elle donne un avantage sélectif au COPEC dans un contexte dysbiotique. Et eh bien, en parallèle de nos travaux, eh bien, je reviens à l'étude de Jean Sétal de Nature, où ils ont utilisé notre souche et où ils ont vu l'importance de l'adhésine FIMAGE. Et ce qu'ils ont montré aussi dans les données supplémentaires des papiers, eh bien, c'est que notre souche 11G5 n'est pas carcinogène dans un modèle germ-free où on a juste mis la G5, ou dans un modèle de microbiote contrôlé, donc oligo-MM12, donc c'est un microbiote peu complexe, et on met la G5, et bien là, notre G5 n'est pas procarcinogène. Donc ça va dans le sens de nos résultats, où la G5 pourrait être procarcinogène. Non seulement il faut qu'elle aille au niveau de la cellule épithéliale, etc., mais il faut aussi qu'elle soit en compétition avec un microbiote, et le microbiote intestinal est important, et un microbiote complexe est important pour les effets procarcinogènes de la G5. Donc il y a la colibactine, mais il y a besoin aussi d'autres choses. Et donc on est en train actuellement de travailler sur ce microbiote intestinal, donc ça, ce n'est pas des données publiées. Et donc on voit bien que, donc là, c'est avant d'infecter nos bactéries, et avec nos bactéries, pardon, eh bien, on voit que le microbiote des souris APC est bien dysbiotique, et que quand on arrive avec nos bactéries, eh bien, elles sont en compétition avec un microbiote dysbiotique, et donc c'est là qu'elles ont besoin de la sérine. Et par contre, quand nos animaux sont soit wild type, soit non pas de sérine, eh bien là, il n'y a pas de microbiote dysbiotique, et donc nos bactéries n'ont pas besoin forcément de la sérine, puisque eh bien, elles n'ont pas besoin d'être en compétition. Donc voilà. Donc ça nous a permis de répondre à notre hypothèse que la G5 et la sérine coopèrent et ont besoin aussi d'un microbiote complexe. Alors, l'autre chose, je vous ai dit, ce papier-là de Jean Sétal, qui utilise notre souche COPEC, nous a séquencé l'adhésine FIMAGE, donc a mis en évidence l'importance de cette adhésine, et a aussi séquencé la séquence de notre souche au niveau de FIMAGE, et elle a une mutation patho-adaptative au niveau de la sérine 70. C'est une sérine qui est ajoutée. Donc là, on s'est dit, notre sérine, elle pourrait jouer un rôle aussi, structurer le fimage de notre souche et permettre d'augmenter les capacités d'adhésion. Donc, ce qu'on a vu, c'est que, là, on a fait des manips in vitro, on a vu que la 11G5 eh bien, adhérait mieux à l'épithélium et rentrait mieux dans les cellules que le mutant. Donc, on s'est dit peut-être que eh bien, la sérine
était importante pour l'expression de FIMH et on n'a pas vu de différence au niveau transcriptionnel et on n'a pas vu non plus de différence de structure entre l'A11G5 et le mutant en microscopie électronique à transmission. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau fonctionnalité, eh bien, notre 11G5 ici, on a fait un test d'agglutination avec des levures et en fait, notre 11G5 adhère bien mieux que le mutant. Donc, notre FIMH, visiblement, semble quand même fonctionnellement être différent si la bactérie est capable de métaboliser la sérine ou de l'autre ou pas. Alors, on est en train de regarder si cette mutation patho-adaptative est quelque chose de... C'est le hasard qu'on ait choisi cette souche G5 ou est-ce qu'on retrouve cette mutation patho-adaptative dans nos COPEC? Donc ça, c'est des choses qu'on est en train de faire grâce à nos collections. Et puis, la dernière chose, c'est que la colibactine, je vous ai dit, c'est un assemblage d'acides aminés et il peut y avoir de la sérine. Donc, on s'est demandé si eh bien, le fait que notre bactérie ne soit pas capable d'utiliser la sérine de l'autre, eh bien, est-ce que ça avait des conséquences sur la production de la colibactine? Alors, la colibactine, je vous ai dit, c'est compliqué de la doser. Donc, du coup, on a fait d'un point de vue transcriptionnel. Et donc, en fait, quand on regarde par rapport, quand on fait, on étudie un gène de l'îlot, on voit qu'il y a une augmentation du transcrit quand on normalise par rapport à un gène eucaryote. Par contre, quand on normalise par un gène prokaryote, eh bien là, on n'a pas de différence. Donc ça, en fait, ça veut dire que si on prend une bactérie qui est dans la cellule, eh bien, le fait qu'elle ne soit pas capable de métaboliser la sérine n'augmente pas la transcription du gène. Par contre, comme je vous l'ai dit, comme les COPEC qui ne sont pas capables de métaboliser la sérine interagissent moins avec la cellule et rentrent moins, et bien du coup, on se retrouve avec moins de bactéries dans la cellule et du coup moins de colibactine. Et donc, quand il y a de la sérine, étant donné qu'on se retrouve avec plus de bactéries, eh bien on se retrouve avec plus de colibactine. Donc, ces travaux ont été publiés dans Gut Microbes et donc montrent que l'utilisation de la sérine est utile aux effets procarcinogènes des bactéries dans la muqueuse colique. Donc, ça nous permet de mieux comprendre les relations entre l'écopec et l'hôte et ça nous a permis de mettre en évidence que des facteurs alimentaires pouvaient jouer un rôle. Alors, en conclusion de cette partie, donc, vous voyez les effets procarcinogènes. Les COPEC sont un nouveau pathobionte associé au CCR et ont des effets procarcinogènes. Alors, par rapport à l'histoire de la carcinogénèse colique, comment ça peut se passer? Eh bien, donc déjà, on voit que les COPEC, elles peuvent agir sur l'initiation tumorale en faisant des dommages de l'ADN. Donc, elles vont jouer un rôle aux étapes précoces, mais parce que je vous ai montré au début tout à l'heure, elles peuvent aussi agir sur la promotion tumorale et la progression tumorale. Donc, en fait, ces COPEC, elles agissent à toutes les étapes de la carcinogénèse colique. Et en fait, notre hypothèse, eh bien, c'est que les patients seraient colonisés au départ par les Escherichia coli à la naissance, puisqu'en fait, les Escherichia coli colonisent le tube digestif des nouveau-nés assez rapidement. Et puis, je vous ai dit que 20% des adultes, donc dans toutes les études, eh bien, on a à peu près 20% des patients qui sont atteints, qui sont porteurs de ces bactéries PKS+. Et donc, il faut cette transmission néonatale. Eh bien, l'équipe d'Eric Oswald, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié, mais c'est son équipe qui a mis en évidence les toxines bactériennes interagissant avec les cyclobulines. Et ils ont montré eh bien, que la transmission néonatale de ces bactéries chez les animaux eh bien, induisait des dommages au niveau de l'ADN des cellules hôtes. Et vous voyez, ces dommages peuvent être observés à peu près 100 jours après la naissance, donc peuvent perdurer. Et donc, ces dommages de l'ADN eh bien, seraient entretenus après par de la susceptibilité, de l'inflammation et une alimentation particulière. Donc, attention, les 20% de patients contrôle porteurs des COPEC ne vont pas voilà, justement faire tous des tumeurs, et heureusement. Et donc, l'alimentation peut jouer un rôle important. Et ici, je vous ai mis une publication qui a été faite sur une large cohorte en 2022
et où en fait, vous voyez, ils ont gradé l'alimentation de la cohorte. Donc, ils ont fait un Western Diet Score, oh, Diet Score, pardon, et ils ont identifié le risque de développer un cancer colorectal. Et en fait, vous voyez que ce risque, donc si on passe d'une alimentation faible à une alimentation hautement Western Diet, le risque chez des patients PKS négatifs est presque pas augmenté. Chez des patients étant colonisés par des bactéries, mais faiblement, le risque est aussi peu augmenté. Par contre, chez les patients hautement colonisés, eh bien, on voit que là, le risque est largement augmenté quand il y a une association, donc PKS positif et Western Diet. Donc là aussi, eh bien, ça montre que eh bien, non seulement le portage des COPEC, mais associé à une susceptibilité peut être important. Et donc, au laboratoire, on s'est dit que les facteurs alimentaires vraiment pouvaient jouer un rôle et donc on commence à travailler sur un additif alimentaire qui est le E171 sous forme de nanoparticules. Donc, le E171, c'est un composé minéral qu'on rencontre dans beaucoup de produits quotidiens. Et donc, on a décidé de travailler sur la composante nanoparticulaire. Donc là, je vous ai mis la dose d'exposition quotidienne estimée. Et donc, on a travaillé dans nos expériences, plutôt que de travailler avec des grosses quantités de TiO2, on a choisi de travailler avec ces doses d'exposition physiologique, on va dire. Et donc, cet TiO2 aussi, il a été montré, on a choisi de travailler sur cet additif alimentaire puisqu'il a été montré comme une toxicité digestive a été démontrée. Et donc là, je travaille sur ce projet avec Delphine Boucher et avec Charline, qui est en thèse, et on a la joie de la co-encadrer toutes les deux. Et donc, les premiers résultats de Charline ont montré que bien, les bactéries COPEC exposées au TiO2 ont une croissance qui est augmentée. Donc, on a traité ces bactéries au TiO2 et on les a mis sur les cellules épithéliales intestinales. Et on voit ici eh bien, que quand on a traité les bactéries au TiO2, eh bien, elles rentrent plus dans les cellules épithéliales et elles sont capables de plus se multiplier dans la cellule épithéliale intestinale. Donc, eh bien là, je ne vais pas vous refaire l'histoire, mais on a regardé la morphologie des bactéries. On observe une organisation des pili. Voilà, donc Charline est en train de quantifier tout ça en faisant des mesures en microscopie électronique, des quantifications. Et grâce à la plateforme du CICS aussi, qui est une plateforme d'imagerie à Clermont, eh bien, on a fait de la microscopie électronique à balayage couplée à de la spectroscopie à dispersion d'énergie, pardon. Et eh bien, on a du mal à voir ici, mais on a l'impression qu'on a des nanoparticules de TiO2 qui absorbent à la paroi des bactéries. Donc, on est en train de regarder ce qui se passe au niveau des piliers, mais évidemment, on a voulu savoir ce qui se passait in vivo dans nos souris APC Minus. Donc, on a gavé des souris avec ce TiO2 et on a infecté les souris par nos bactéries. Et on voit eh bien, qu'on a une colonisation bactérienne qui est plus importante chez les souris qui ont eu du TiO2. Quand on a sacrifié les animaux, on voit aussi que la colonisation est plus importante au niveau des tissus quand il y a eu du TiO2 et on observe une translocation au niveau du foie et au niveau de la rate. Et donc, les conséquences sur la carcinogénèse sont en cours d'étude actuelle. Donc, voilà un peu un résumé de nos travaux. Et donc, j'espère vous avoir convaincu que les COPEC étaient un nouveau pathobionte et qu'il y avait des effets procarcinogènes. Alors, on travaille aussi sur l'impact de ces pathobiontes sur la réponse au traitement, puisque eh bien, ces COPEC sont un acteur du microbiote intratumoral. Et donc, on se demande si ces COPEC ne peuvent pas agir sur la réponse au traitement. Alors, comme j'ai un peu dépassé le temps, je vais passer sur ces résultats. Mais donc, on a montré que ces COPEC pouvaient avoir une incidence sur la réponse à la chimiothérapie et à l'immunothérapie. Et là, récemment, Mathias Chamaillard, avec nos collections, eh bien, a démontré que, donc là, c'est sur des patients atteints de côlon droit, de cancer de côlon droit, eh bien, on voit eh bien, qu'il y a un moins bon pronostic chez les patients PKS+, que chez les patients PKS. Donc, on est en train de développer au laboratoire des projets cliniques qui permettent d'évaluer ces COPEC comme biomarqueurs pronostiques de la réponse au traitement.
Et puis la dernière chose, c'est que ces COPEC, elles pourraient être utilisées comme cible thérapeutique. Et ça, je ne vous en parlerai pas aujourd'hui, mais ça peut être, on peut imaginer la prise en charge de demain aussi en ciblant ces COPEC avec différentes thérapies. Donc, en conclusion, et à travers cette expérience des COPEC, j'espère vous avoir convaincu que le microbiote intestinal pouvait jouer un rôle procarcinogène. Ce n'est pas un seul micro-organisme, c'est une interaction complexe entre le microbiote et l'hôte, et une interaction complexe aussi entre les acteurs du microbiote. Je vous ai dit que pour que la 11G5 soit procarcinogène, il faut qu'il y ait un microbiote intestinal. Au laboratoire, on est en train d'étudier les interactions entre les bactéries et certains parasites aussi. Et puis, il est important maintenant aussi d'étudier le microbiote intratumoral. Donc, on ne peut pas travailler juste sur des fesses, il faut aussi travailler sur les tissus. Et donc, le microbiote semble être un des acteurs pour améliorer la prise en charge des patients atteints de cancer du côlon, pour la prise en charge de demain. Et donc, je vous ai mis ici, vous avez l'habitude de voir ces diagrammes de Hallmark Cancer, et on voit que le microbiote est maintenant fait partie des critères à prendre en compte. Voilà, je vous remercie et eh bien Bernard, je veux bien que tu me relais les questions parce que je ne vois pas les questions. Merci beaucoup Mathilde, c'était très 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 belle présentation. On a Merci. appris plein de choses sur les COPEC et je vois qu'il y a déjà quelques questions. Donc on a des questions déjà sur l'étiologie de ce type de bactérie. Est-ce qu'on sait au final d'où elle vient? Est-ce que ça a un sens de la rechercher, de l'éradiquer ou c'est juste un signe de dysbiose et même si on l'éradique, elle va revenir? Alors, donc, bah ça, on sait pas trop en fait. On sait pas trop. Donc, on est en train sur le projet clinique. Alors, ce qu'on pense quand même, c'est que la colonisation par ces colis PKS, elle est très tôt dans la vie. Ça, je vous l'ai montré et c'est probablement pour ça. Ce qui est quand même étonnant, c'est que cette prévalence des COPEC, dans le cancer, chez les patients atteints de cancer, vous voyez, il y a une proportion, ça va de 35 à, c'est assez hétérogène selon les pays, selon la méthodologie. Par contre, pratiquement toutes les études, dans les patients contrôle, on est à 20%. Voilà. Donc, il y a ces COPEC, elles sont dans la population, on va dire. Alors, plutôt, ces études-là, elles ont plutôt été faites quand même dans des pays occidentaux, etc. Mais quand même, voilà. Donc, ce qu'on pense, c'est que ces COPEC, elles arrivent dès la naissance, etc. Alors après, eh bien, il peut y avoir des stratégies avec des antibiotiques, par exemple, mais alors ça ne va pas du tout être ciblé. Et je vous ai dit que c'est des interactions complexes, etc. Donc, peut-être que si on enlève les COPEC, mais qu'on enlève aussi un microbiote bénéfique, ça ne va pas être très bien. Voilà. Donc, il faudrait plutôt cibler. Donc, il y a des travaux qui sont faits, qui commencent à mettre en évidence des inhibiteurs spécifiques de la colibactine, etc. Mais c'est vrai que quelquefois, quand on a l'impression, par exemple, chez nos animaux, on voit une baisse de la colonisation. Donc, au début, les, les, les gens au labo, au début, me disaient ah, la manip souris, elle n'a pas marché, on ne voit plus la bactérie. Et en fait, on se rend compte qu'elle est cachée quelque part à un taux où on n'arrive plus à la détecter. Et en fait, si on remet quelque chose, euh, par exemple une inflammation ou quelque chose qui va agir sur le microbiote, on la voit réapparaître. Donc voilà. Donc, sur la résilience, etc., c'est un peu compliqué. Et donc, justement, il y a une étude, cette étude-là, le projet MICAR, où on étudie l'effet de la radiothérapie. Eh bien, on est en train d'essayer de suivre les patients pour voir si, quand on perd les COPEC, eh bien, est-ce qu'elles reviennent plus tard ou pas. Voilà, donc ça, c'est des études qui sont en cours. Il n'y a pas beaucoup de travaux sur les COPEC où il y a des cinétiques et où on suit au long cours, en fait. D'accord. Ok. Merci. Une question aussi sur des potentielles applications chez des patients Lynch. Est-ce qu'il y a des études sur le sujet? Alors, oui, alors ça, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Alors, si on prend, on a justement, quand on a vu cette hétérogénéité, on s'est intéressé, notre bactérie a fait des dommages de l'ADN et dans le cancer du côlon, il y a un type de cancer où il y a un système de réparation de l'ADN qui est altéré. Donc, on s'est dit, on est allé regarder.
Et donc, à un stade tumoral tardif, donc quand on prélève les tumeurs chez les patients, et ben on a donc ça, on a publié ça en 2017. C'est un étudiant en thèse qui est chirurgien qui s'appelle Johan Gagnard. C'était l'objet de sa thèse. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les tumeurs MSI, on a moins de COPEC. La prévalence est plus faible. Donc au début, on s'est dit, ah mince, notre hypothèse, etc. Puis on s'est dit, mais on est à un stade tardif de la maladie. Peut-être que dans les MSI, nos bactéries, elles ont joué un rôle au début, mais finalement, après, comme la tumeur, elle est MSI, elle a de l'instabilité génomique, elle n'a peut-être pas besoin de garder nos copecs qui font de l'instabilité, parce qu'après, il y a cette instabilité déjà. Et donc, en fait, on a regardé si nos bactéries, elles ne pouvaient pas jouer un rôle sur le système MLH1, etc. Et en fait, on a montré que les COPEC, elles jouent un rôle sur MLH1. En fait, MLH1, c'est sensible à l'oxydation. Et donc, quand on infecte des cellules par nos bactéries, il y a un stress oxydant qui est induit. Et donc, la protéine MLH1 est moins active. Voilà, donc probablement que nos COPEC jouent un rôle sur, sur, les, sur ce type de cancer, mais par contre, on perd la bactérie à un stade plus avancé. Donc, typiquement, ce type de patient, ce sera peut-être pas avec, faudra pas cibler le COPEC sur ce type de patient, ou seulement les quelques-uns Oui. qui sont positifs. D'accord. Merci. Encore une petite question. Enfin, il y a eu plusieurs questions sur le sujet. Donc, tu as parlé de la sérine, donc qui est un acide Oui, aminé non essentiel. Et donc, est-ce que ça a un sens au final de dépléter la sérine du régime alimentaire, sachant qu'elle va quand même être synthétisée par l'organisme? oui. Alors, bah, c'est d'ailleurs, oui, voilà, il y a des systèmes de compensation, etc. Alors après, l'idée, c'est pas forcément de dépléter la sérine au long cours, parce que ça, c'est pas possible. Mais par exemple, donc, ça, c'est l'autre étude qu'on a, l'autre étude clinique, qui est l'étude Métabiote, où en fait, les premières données montrent que les COPEC seraient les patients COPEC positifs ont des complications post-chirurgicales plus importantes. Et donc, en fait, c'est pareil, hein, les mécanismes, pour l'instant, on est déjà en train de confirmer ces résultats sur un effectif plus important pour publier. Et en fait, l'idée des cliniciens avec qui je travaille sur ce projet, eh ben, c'est de proposer un peu avant l'opération ou même après des programmes de préhabilitation. Et là, peut-être, comme on disait tout à l'heure, ces COPEC, si on arrive à les baisser, mais qu'elles sont encore là, bah, peut-être là, à ce moment-là, dépléter un peu en sérine le régime alimentaire des patients à ce moment-là pour éviter que, même si les COPEC restent encore un peu, eh bien, elles soient moins virulentes et que du coup, eh bien, le patient fasse moins de complications post-chirurgicales. Donc voilà, donc c'est plutôt sur des moments, pareil, si les COPEC jouent un rôle sur la résistance au traitement dans le microbiote intratumoral, ben, peut-être à ce moment-là, au moment des traitements, eh bien, dépléter l'alimentation des patients en sérine juste au moment des traitements pour éviter que la bactérie soit plus virulente. Voilà. Mais c'est vraiment, c'est plus sur des petits temps, parce que effectivement, et puis en plus, enfin, dépléter l'alimentation en sérine, ça veut dire aussi qu'il faut dépléter en glycine. Voilà. Et puis en plus, la tumeur va produire sa propre sérine, etc. Donc voilà. Mais c'est plus sur des petits temps qu'on imaginerait ça. D'accord. Donc, et pour le moment, il n'y a pas encore d'essai, j'imagine. Non, bah, on confirme les résultats déjà. Là, l'étude Métabiote, on doit inclure 220 patients. On en D'accord. est presque arrivé au bout. On voudrait publier. Et puis après, eh bien, peut-être qu'on fera des essais voilà, sur les complications post-chirurgicales. Peut-être, voilà, on a fait une méta-analyse là quand même où on a vu que typiquement la prise de probiotiques peut améliorer les complications post-chirurgicales. Donc voilà, donc on se dit que peut-être il y a une fenêtre pendant le mois où les patients sont suivis, ou peut-être on pourrait proposer aux patients COPEC positifs ce type de régime. D'accord. Donc on a une question sur l'étude que tu as présentée sur la Western Diet. Comment Ah oui. était défini un Western Diet dans ce papier? Attends, faut que je retrouve.
Ça, je vous avoue, alors j'ai relu, mais je me rappelle pas de tout. En fait, donc, c'est une énorme cohorte, vous voyez, de 134 000 patients. Donc, c'est une cohorte américaine. Ils ont suivi la population toute une population, et aussi, ils ont suivi des infirmières. Voilà, et donc ils ont fait répondre au questionnaire. Ils ont fait répondre à un questionnaire alimentaire pendant, je crois, 4 ans. Ils ont eu des réponses à des questionnaires alimentaires. Et en fait, ce qui ressort le plus ce qui fait passer, donc ils ont fait un scoring, et dans le score, il y a la viande rouge, le barbecue, la charcuterie, et puis après, il y a plein d'autres items. Il y a aussi le fait de manger moins de fruits et légumes, etc. Et donc, ils ont fait un scoring par rapport à ça. Mais donc, ce qui fait beaucoup passer au high, c'est la viande rouge. Et c'est une étude américaine, hein. Donc, voilà. D'accord. Donc, mais je vous avoue, moi, je suis pas. La nutrition, je vous ai dit, je suis arrivée via ces résultats sur la sérine, et je connais moins. Donc, je regarde un peu. Il y a des questionnaires alimentaires, hein, dans nos études. On va décortiquer ça. Mais voilà, là, il faut reprendre. J'avais copié-collé les différents items, mais par manque de temps, Non, mais je l'ai enfin, enlevé. Donc voilà, mais c'est très très bien généralement, décrit c'est dans le défini papier. comme ça. Une alimentation western, Ouais, c'est plus une alimentation riche en viande rouge, en effet. voilà. Mais il y a d'autres items, hein, Oui, qui rentrent en jeu. Vraiment, leur scoring est très très bien fait. Après, moi, je suis pas à même de juger. Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il était bien fait. Mais voilà, peut-être que vous pourriez regarder et me dire si effectivement je ne me trompe pas. merci Mathilde. Une question. Est-ce que on a une idée si les dysbioses induites par l'exposition aux pesticides sont aussi susceptibles de modifier les COPEC? Alors ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'études. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait d'études, mais franchement, je ne suis pas complètement sûre, mais je ne crois pas. D'accord. Encore une question. Est-ce que le statut inflammatoire de l'intestin aurait un impact sur la colonisation par les COPEC? Et est-ce qu'il existe des données concernant les personnes atteintes de Mickey? Je pense que tu as en partie répondu tout à l'heure. Alors, euh, alors, les Mickey, c'est un facteur de risque de développement de cancer du côlon, mais quand on prend tous les cancers du côlon, c'est 0,5% des cancers du côlon. Donc, en fait, on a une étude avec Harry Sokol, mais qui est depuis très très longtemps, qui a démarré depuis très très longtemps, où normalement, on doit rechercher des COPEC chez des patients Mickey qui sont suivis et qui vont faire un cancer du côlon. Mais comme c'est que 0,5% des patients, bah, voilà, on attend qu'il y ait assez de recrutement pour faire cette étude. Donc pour l'instant, on n'a pas les données, mais l'inflammation joue un rôle. Et puis, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais ces COPEC, les colis sont classés par des phylogroupes. Et nos COPEC, elles sont dans les phylogroupes B2. Et les AIEC, qui sont les colis associés à la maladie de Crohn, ce sont aussi des phylogroupes B2. Et juste pour la petite histoire, au tout début de cette étude, donc le laboratoire M2ISH travaille sur Mickey et la maladie de Crohn historiquement. Et en fait, il s'imaginait que quand on allait caractériser les souches coli des patients atteints de cancer, on allait tomber sur des AIEC. Et en fait, ce n'est pas le même pathobionte. Voilà, les AIEC adhèrent beaucoup plus euh, aux cellules épithéliales. Les COPEC, finalement, elles ont besoin d'adhérer, mais finalement, pour faire un cancer, on a besoin de transformer une cellule, finalement. Alors que les AIEC elles font de l'inflammation sur la muqueuse pour faire la colite. Donc en fait, les COPEC ne sont pas des AIEC. Par contre, il y a certains AIEC qui sont porteurs de l'îlot-PKS. D'accord. Voilà. Mais d'un point de vue patient, on n'a pas encore la réponse, on n'a pas assez Et là, il y a juste, si euh, la première publi de Science, ils avaient recherché les COPEC dans les patients Crohn de mémoire, et c'est 40%. Voilà. Donc, est-ce que ces patients Crohn qui sont, voilà, c'est cette étude, est-ce que ces patients Crohn qui sont à 40%, ce sont certains qui vont faire plus tard des cancers du côlon? Voilà. Ça, on n'a pas les données, et je ne pense pas que Christian Lobin Ouais. est lié là-dessus. Mais
mais non, je crois pas. Encore une petite dernière question. Est-ce qu'il y a une différence entre le microbiote associé à la muqueuse et celui présent dans les selles sur la carcinogenèse? Oui. Ah, alors, si on prend du microbiote dans les selles et qu'on gave des souris, il y a un effet procarcinogène, ça je vous l'ai montré, et puis on le voit à chaque fois. Alors, par contre, c'est vrai que la composition entre les selles et puis le microbiote associé à la muqueuse est un petit peu, n'est pas le même. Alors, il se trouve que pour les COPEC, c'est pas une question de quantité. On a l'impression que nos COPEC, elles sont procarcinogènes, elles n'ont pas besoin. Alors, il faut qu'elles colonisent le tube digestif à un temps précoce, mais après, c'est pas une question toujours de quantité. Donc, comme on en retrouve aussi dans les selles, si on prend les selles de patients COPEC positifs, eh bien, et ça va être procarcinogène. Mais par contre, ce n'est pas le cas de toutes les bactéries. Il y a besoin d'un taux important et si on ne les retrouve pas dans ce taux important dans les fesses, ce n'est pas toujours le cas. Mais pour les COPEC, ça l'est. Ouais, ouais. Voilà. Mais c'est pas, c'est pour ça que dans nos études au départ, et puis parce qu'aussi, hein, on travaille avec des chirurgiens au laboratoire, donc on avait la possibilité d'avoir des pièces opératoires. Donc toutes nos collections, toutes les souches qu'on a isolées, elles sont isolées de pièces opératoires en fait et pas de sel. Donc comme ça, on travaille vraiment avec des souches qui ont été isolées à proximité de la muqueuse et des tissus. Donc voilà, mais parce qu'on travaille avec des chirurgiens, donc c'était un peu plus facile. Mais Oui. ça veut dire qu'on peut pas. C'est pour ça que dans nos études, c'est compliqué de faire des cinétiques, etc. Mais et la première chose qu'on a fait dans nos projets cliniques là, c'est comme pour l'instant on avait travaillé sur les tissus, c'est quand même plus simple de travailler sur un prélèvement non invasif. On n'était pas du tout sûr de trouver les COPEC dans la même prévalence, etc. Et en fait, quand on trouve les COPEC dans les tissus, on les trouve dans les selles. D'accord. Ok. Bah, je pense qu'on n'a plus d'autres questions. De toute manière, il est déjà 14h10. C'était vraiment Mm. passionnant. Merci beaucoup, Mathilde. On a énormément appris de Bah, cette merci pour présentation. l'invitation. Merci pour cette présentation qui a mélangé à la fois la microbiologie, la nutrition, la cancérologie. C'était Oui, exactement puis enfin, ce qu'il fallait. vraiment, moi je voulais remercier le réseau NAC parce que quand on fait de l'interaction hôte pathogène, on se retrouve à trouver des résultats. Et là, on s'est retrouvé avec un résultat sur la nutrition. Et donc, nous, c'est pas notre cœur de métier au laboratoire. Et franchement, les échanges qu'on a eus au réseau NAC nous ont vraiment été utiles, quoi. Donc, c'est vraiment pas de la langue de bois. Et voilà, donc, euh, bah, ce réseau aussi, je me permets d'en faire la pub en conclusion. Mais voilà, quand on travaille sur ce genre de sujet, on ne peut pas connaître les polluants, la carcinogénèse et l'alimentation. Et ben, c'est toujours des journées très très riches et où on apprend beaucoup de choses. Et j'ai vraiment plaisir à y aller à chaque fois avec mes étudiants en thèse et ils apprennent aussi beaucoup de choses. Donc merci au réseau vraiment. On en est ravis et nous aussi, on est très contents de vous avoir lors de ces journées. Et puis, félicitations encore pour vos excellents travaux. Merci Merci. encore, Mathilde, de cette Merci. présentation. Et puis, n'hésitez pas donc à remplir le questionnaire de satisfaction qui va s'afficher sur votre écran. Et puis, il nous reste de vous dire à bientôt, de vous souhaiter une bonne après-midi et abonnez-vous à nos actualités pour savoir la date et la thématique du prochain webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Au revoir. Merci.